Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 116. Cet épisode, en fait, sera entièrement consacré aux jeunes espoirs. Parce que oui, on parle beaucoup de Formule 1 et oui, pendant les après-courses, je vous donne les résultats des courses de soutien, Formule 2, Formule 3, Série W. Mais je pense qu'il est temps aussi de parler des jeunes espoirs, de ceux et celles qui ont l'opportunité de percer en Formule 1 si tout va bien dans les prochaines années. Parce que ce qu'on voit, il y a du très bon talent, il y a du développement aussi. Donc, pour ce faire, on va parler avec celui qui a proposé l'idée, Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va extrêmement bien. Oui, donc on va consacrer cet épisode aux jeunes espoirs. Donc, je vais me taire, je vais aller manger mon popcorn et je vais te laisser, vu que c'est toi qui as amené le sujet, je vais te laisser la parole. Je trouvais, Abdou, justement, que c'était un bon moment pour en parler parce que, le Grand Prix de Hongrie s'en vient à grands pas. Et puis, nous allons pouvoir voir, comme dans plusieurs autres Grands Prix, la F3 et la F2. Et je trouvais que c'était un bon moment pour l'apporter parce que on remarque que je crois que le futur de la Formule 1 n'a jamais été aussi bon. Tu sais, dans les dernières années, on voyait, certains pilotes ressortir et on se dit, OK, mettons, Schumacher va être en Formule 1, par exemple, dans 2 ou 3 ans. Cette année, honnêtement, c'est très difficile d'affirmer qui va se rendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de talents en F2 et en F3. Surtout en F3, je pense que le niveau en ce moment est excellent. Il faut absolument que je m'adresse à ceux qui ont F1 TV, par exemple, ou ceux qui aimeraient l'avoir. Ça vaut vraiment la peine de s'abonner pour voir ces talents, malgré leur jeunesse. C'est pas pour rien quand on avait des Verstappen, des Charles Leclerc, il fallait en profiter dans ce temps-là. C'est un petit peu ça que je vous dis aujourd'hui. Il faut profiter des jeunes talents en F3 et en F2. Et Hongrie peut être un excellent moment pour vous de commencer. Je vous dis pas de vous lever à 5 heures du matin pour les regarder en direct. Faites-vous un petit peu plus tard, puis écoutez-le un petit peu plus tard, un peu comme je vais. Mais je trouvais que c'était un bon moment. Puis en plus, quand tu regardes Arthur Leclerc, j'ai très hâte de voir ce qui va arriver avec lui. Tu sais, est-ce qu'il va réussir à percer? Isaac Hadjar également avec Red Bull qui performe comme jamais dernièrement. C'est un petit peu ça dans quoi on va vous amener pour un peu vous ouvrir le chemin sur le futur de la Formule 1 et peut-être parler justement du fait, Abdou, qui nous manque une écurie en Formule 1 actuellement. Ouais! Ouais! C'est tout ça aussi qui rentre en ligne de compte, tu sais. Ouais, exact. C'est vrai qu'il manque une écurie en Formule 1, mais en même temps, c'est sûr et certain qu'une écurie ne fera pas la même erreur que Haas l'a fait l'année dernière et encore moins Williams l'a fait en 2018, c'est-à-dire amener, 2 recrues en Formule 1. Bon, excluant le fait que Lance Stroll avait déjà une saison complète d'expérience en 2018 lorsqu'il avait Sergei Sirotkin comme coéquipier. Mais oui, comme tu l'as dit, je crois qu'il y a énormément de talent qu'on voit cette année. Non seulement en Formule 2, mais aussi en Formule 3. Si on regarde aussi un peu des côtés des États-Unis, en IndyCar, il y a une nouvelle génération de pilotes qui arrivent. Aussi. Le paysage n'a jamais été aussi large, je crois, également, dernièrement, du moins. Exactement. Puis aussi, je dois dire, l'accès pour regarder les courses de soutien n'a jamais été aussi élevé parce que tu parles de F1 TV avec la Formule 2, Formule 3 et comme tu l'as dit, je vous conseille de regarder ces séries, évidemment pas aussitôt comme
parce que c'est ça l'avantage, vous pouvez le regarder plus tard ou bien regarder les faits saillants si vous êtes pressé aussi. Mais sur YouTube, vous avez des circuits automobiles, des séries automobiles qui diffusent justement des courses juniors gratuitement en plus et en direct. Donc, si jamais vous voulez découvrir celui qui aura prochainement l'opportunité d'aller en Formule 1, c'est une occasion en or. Comme par exemple, je me souviens je pense surtout en 2017, je me souviens l'ancienne Formule 3 européenne qui est maintenant devenue la Formule 3 en tant que telle. Parfois, je regardais les courses avec un certain Lando Norris qui dominait. Donc, c'est de là où j'ai connu Lando Norris, comme j'ai connu ou un George Russell, par exemple, également, qui survolait la piste et qui disait « Ce jeune-là va être magnifique à voir. » C'est à partir de ce moment-là qu'on peut les connaître. Puis, ou juste qui nous perce l'œil, puis que tu dis « OK, je vais garder son nom en tête, puis on verra. On sait jamais. » Exactement. Donc, je pense que oui, F1 TV, c'est bien, mais allez voir un peu plus large aussi. Je sais que la série Indy, le Road to Indy, qui est en fait le programme de l'IndyCar pour les séries juniors, il y a l'USF 2000 où il y a Thomas Neveu, il y a l'Indy Lights qui est en fait, on va dire, l'équivalent de la Formule 2 en IndyCar. Aussi, où il y a justement, tiens, je vais donner un exemple, Linus Lundqvist, qui est un pilote très bon, mais qui a été battu par Carl Kirkwood, qui a massacré pas mal tout le monde l'année dernière en Indy Lights. Mais en Formule 2, Formule 3, puis tiens, on va revenir dans le sujet. Formule 2, je pense que c'est clair qu'il y a des pilotes qui ont vraiment un avenir en Formule 1. Je parle entre autres à Liam Lawson, qui fait partie de l'Académie Red Bull. Il est tellement malchanceux également cette année. C'est sûr que si vous regardez son classement, il se positionne 5e là, avec 79 points, mais tout au long de la saison, il y a eu des malchances, il y a eu des abandons, des accidents où il n'était pas responsable, des bris de moteur. C'est vraiment triste pour lui parce qu'il était vu comme l'un des futurs champions en F2 également. Oui, exactement. Je pense aussi, tiens, on va rester dans le giron Red Bull parce que c'est ton champ d'expertise aussi. Mais Denis Hauger, cette année, il m'impressionne. Il a déjà 2 victoires. Une à Monaco dans le sprint, si je me souviens bien, puis l'autre à Bakou dans la course principale, en plus d'un podium à Imola. Mais l'année dernière, il a été sacré champion de la Formule 3 avec Prema, qui est une grosse équipe junior en plus et qui est parrainé par Red Bull. Alors, je crois que pour sa première saison, Denis Hauger, vraiment est impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses? Il fait très bonne figure, Abdou, justement. Et puis, quand je me souviens, il y a 2 ans ou même peut-être 1 an, je regardais un peu la team de réserve de Red Bull, puis tu voyais que, oui, vous voyez qu'il y avait des bons jeunes qui allaient monter, mais ça allait prendre du temps. Et c'est pour ça que, un Tsunoda est monté aussi vite également, parce que tu voyais que la réserve commençait à faire son œuvre, mais présentement, ils l'ont fait du recrutement offensif avec des pilotes qui dominent vraiment dans leur position et dans ce qu'il aime. Il aime faire, et Liam Lawson en fait partie. C'est un pilote qui voit Denis Hauger en fait partie. Là, c'est un pilote qui voit grand. C'est une jeune recrue en F2 qui, présentement, est 11e, mais le classement n'est pas important à ce moment-là. C'est vraiment dans le développement que ça doit y aller, et dans la progression. Et Denis Hauger, on en a vu une depuis le tout premier Grand Prix à Sakir. Tu vois qu'il commence à prendre ses aises. C'est un pilote qui
tu sais, qui va toujours à la limite du, parce qu'il aime pousser sa voiture à fond. Il le faisait en F3, il fait encore plus en F2 parce que bon, la voiture est un petit peu plus puissante aussi. Donc, c'est vraiment à ce moment-là là, qu'on voit les grands champions. Et selon moi, et je vous dis pas qu'il va être champion du monde en Formule 1, là, ce n'est pas ça, mais c'est là que tu vois quel pilote a l'œil pour potentiellement peut-être s'y rendre. Et ce qui est cool, c'est que il vient du Danemark. C'est un territoire que Red Bull, je crois, apprécie également. Mm-hmm. On n'est pas dans les pays avec le plus de monde, mais quand même, on est un petit peu mieux là, que Juri Vips, par exemple, en Estonie. Bon, on sait comment ça l'a fini également, mais sa nationalité ne le bloquera pas si son talent le pousse en Formule 1. Ouais, exactement. Bon, peut-être pas avec Red Bull. Non. On verra. Parce qu'évidemment, Juri Vips a décidé de prendre le mauvais exemple de Karl Larson. Mais en tout cas, lui, il fait encore partie de l'univers Red Bull. Mais sinon, s'il y en a un qui m'impressionne cette année, puis il est justement dans le giron Red Bull en Formule 2, c'est Ayumu Iwasa. Quelle première saison! Oui, il est 9e, mais victoire récemment, justement, oui. En plus. En plus, dans la course principale au Castellet, en plus de s'être qualifié 2e. Donc, vraiment, j'ai été impressionné. Je suis impressionné par sa conduite. Puis, en plus de ça, c'est un membre récent de l'Académie Red Bull. Oui. Oui, il était là depuis l'année dernière, mais Iwasa, c'est vraiment une révélation pour moi. J'ai regardé, en plus de ça, il a remporté le championnat français de Formule 4. Alors, c'est pas un nobody, c'est quelqu'un qui de pique, là. C'est ça, qui arrive avec un bon talent. Évidemment, comme c'est la première saison, c'est de l'adaptation. Donc, moi, je trouve que autant Iwasa que Auger se débrouille très bien cette saison. Donc, moi, je pense que Red Bull, pour la Formule 2, évidemment avec Liam Lawson qui, d'après moi, maintenant que Juri Vips a été exclu pour les raisons dont on a évoqué il y a quelques semaines dans le podcast. Maintenant, Lawson est devenu le pilote de réserve. J'ai hâte de le voir derrière un volant de Formule 1 cette année. Espérons-le, là, avec l'obligation d'avoir des essais, en fait, de faire rouler les jeunes lors d'une séance d'essai. J'ai bien hâte de le voir derrière un volant de Formule 1. Mais je crois que plus que jamais, Red Bull a un meilleur pool, excusez-moi l'anglicisme, un meilleur pool de jeunes pilotes qui poussent. Et je crois aussi, quand on regarde l'apport que Honda a amené aussi avec le partenariat moteur, je regarde, il y a dans la famille Red Bull, oui, il y a Iwasa, il y a Yuki Tsunoda évidemment, mais tu regardes en Super Formula, il y a Ren Sato, et en Formule 4 française, justement, où Iwasa a remporté le championnat il y a quelques années, il y a Yuto Nomura et Suta Arao qui sont en Formule 4 française. Donc, l'empreinte. Il y a une empreinte du partenariat entre Honda et Red Bull qui fonctionne. Et pour revenir encore avec Red Bull, en Formule 3, tu parlais de Isaac Hadjar. J'aimerais avoir, toi, qu'est-ce que tu en penses, vu que tu suis un peu plus la Formule 3 que moi, en fait? Un pilote fin. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeune parce que quand tu le vois conduire, il t'inspire vraiment. Je le vois fondamentalement en Formule 1. Dernièrement, il y a Marco qui m'a fait peur un peu, là. Helmut Marko qui a affirmé que selon lui, il voyait Hadjar dans 2 ans en Formule 1. Moi, je lui laisserais peut-être un peu de temps quand même. C'est
tu vois vraiment son talent dès la première fois que tu le vois. Moi, j'ai découvert cette année et évidemment, j'ai regardé un peu ce qui étaient les jeunes à surveiller, tout ça, et tout de suite, j'ai même pas eu besoin de regarder la liste Red Bull. J'ai senti que c'était un pilote Red Bull. Pourquoi? Parce que il rentre exactement dans le style que Red Bull aime. Un fin renard sur la piste, qui trouve toujours des solutions, qui est imaginatif. Tu sais, c'est un peu ça qu'aime quand on regarde Max Verstappen, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda. Bon, Yuki est peut-être un petit peu moins fin renard, là, mais ce sont tous des pilotes qui réussissent à trouver des solutions par eux-mêmes en Formule 1 sans que ce soit difficile, sans que ce soit... et c'est un petit peu ça qu'Adjar amène. C'est un excellent pilote. Moi, je le vois. Bon, présentement, il est deuxième derrière Martin à un seul point. Arthur Leclerc est troisième. Et puis, je le vois en Formule 2 à partir de l'an prochain. Et ça m'étonnerait même pas que Red Bull soit tenté de l'amener ensuite en Formule 1 parce que ce que je voyais un peu en Pierre Gasly, en Yuki Tsunoda, ce sont des pilotes qui sont capables de prendre. Et Yuki, on commence à le voir qui est capable de prendre certainement la pression. Adjar aime ça, il carbure à la pression. Il y a eu des moments difficiles aussi dans l'année et il ne s'est pas laissé tomber. Donc, j'ai très hâte de le voir en Hongrie en fin de semaine parce qu'il est sur un bon mouvement. Il a gagné sa dernière course, a amassé le plus grand total de points. Donc, il est au champ de Martin et j'ai très hâte de voir sa fin de saison qui devrait être assez intéressante. C'est l'un des bons pilotes, là, selon moi, dans la Formule 3 qui a certainement sa place en Formule 1 un jour. Là. Ouais, parce que... Si ça continue comme ça. Ouais, si ça continue. Parce que je lisais un peu en préparant l'émission au cours des derniers jours. Apparemment, et corrige-moi si je me trompe, mais Helmut Marko disait que peut-être l'année prochaine, il voyait Adjar en Formule 2, que j'ai bien hâte de voir. Exact. Et il dit qu'il voit peut-être le jeune Français en 2024 chez Alpha Tauri. Ce qui me fait penser, en fait, à un parcours presque similaire à certains Yuki Tsunoda. Uh-huh. Mais avec ce qu'on voit actuellement du japonais qui a des résultats mitigés, est-ce que je me dis, ce serait pas mieux de Red Bull d'être patient pour une fois? C'est ça, d'être patient parce que je comprends que Red Bull veut avoir les résultats rapidement. On l'a vu avec, par exemple, Sébastien Vettel. Bon, il a déjà montré les résultats pour mériter son volant chez Red Bull pour remplacer David Coulthard qui est parti à la retraite. Max Verstappen, après une saison et 4 courses, il est déjà dans le volant chez Red Bull. Puis boum, première course, une victoire. Et on connaît la suite, évidemment. Mais pour moi, j'ai vraiment peur parce que au-delà de Vettel et Verstappen, disons que l'académie Red Bull a été bonne. Bon, il y a Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Carlos Sainz. Pour ne nommer que c'est quelques-uns qui sont passés par la famille Red Bull, qui ont eu leur succès, mais pas autant que les Vettel et Verstappen. Donc, avoir la prochaine grosse tête d'affiche de Red Bull, ça prend au moins un qui va être au-dessus du lot. Puis c'est pas à toutes les années qu'on retrouve ça aussi. Exact. Puis ce qui est fou un peu avec Red Bull également, c'est que on se vient un peu, je vous ramène un petit peu plus tôt. Tu sais, quand Daniel Ricciardo a décidé de partir, ça l'a tout chamboulé. Ça l'a tout chamboulé parce que Pierre Gasly était supposé de rester au moins un an chez AlphaTauri pour s'habituer un peu encore. Yuki Tsunoda aurait jamais rentré aussi rapidement non plus. Ils seront comme arrivés avec un trou béant et ils ont juste couru
après le premier venu, bon, Pierre Gasly, ça a été malheureusement pour lui un échec total avec Red Bull. Il était sous pression de Max et on a vu il n'était pas prêt à affronter ça. Mm-hmm. Si Ricardo était resté, on n'aurait jamais connu ça. Ensuite, Albon a connu ses bons moments, mais par la suite, on a vu que ça a été vraiment difficile. Puis Albon, il sortait un peu de nulle part. On l'avait pas vu venir non plus, mais lui aussi, il était là en raison du chamboulement que Ricardo a créé. Donc, tu vois qu'il en a créé il a créé une certaine tornade chez Red Bull et on voit à peine que la réserve et la junior team commencent à se reposer, puis les bonnes pièces sont aux bons endroits en ce moment pour la première fois depuis au moins 3 ans. Mm-hmm. Puis ça, pour une écurie, c'est jamais bon. C'est comme si demain matin, Arthur Leclerc est obligé d'être en F2, et l'an prochain, bam, suite en Formule 1 parce qu'il y a un énorme chamboulement. Ouais. C'est vraiment pas bon puis ça doit avoir donné des cheveux blancs à Helmut Marko et à Christian Horner parce que tu sais que le pilote est pas nécessairement prêt, mais tu es obligé de le faire parce que sinon, t'as pas de monde. T'sais. C'était un peu ça avec Red Bull. Puis ils n'ont pas le choix de penser quand même au futur de Max, déjà parce que Max a affirmé qu'après 2028, après son contrat qui se termine en 2028, ça se peut qu'il prenne sa retraite. Et en voyant sa belle carrière en ce moment, il a commencé à 17 ans, je peux le comprendre. Donc, oui, c'est loin encore, vous allez me dire, mais déjà Red Bull doivent penser à se trouver et investissent énormément d'argent en ce moment pour trouver leur futur Vettel, Verstappen. Parce que c'est par là qu'ils réussissent à faire leur argent, c'est par là qu'ils réussissent à faire des championnats. C'est en trouvant des perles comme ça, puis ça, je vous le dis, c'est en F2 et en F3 qu'on peut retrouver ça. Exactement, et puis tu vois... Même en F4. Ouais, même en F4 aussi, d'ailleurs... on parle de F4, en Amérique, ils sont allés piger en Amérique du Nord avec Noël Léon, qui a remporté l'année dernière le championnat nord-américain de Formule 4. Donc, et là, il est présentement dans la formule régionale européenne, donc un peu genre de passage entre la F4, on va dire F3.5-ish à peu près, là. Donc, Noël Léon est présentement dans cette région aussi en Amérique du Nord. Et évidemment, on a parlé de Isaac Hadjar, mais est-ce que Johnny Edgar, Jack Crawford aussi qui sont là. Jack Crawford qui est un américain, Edgar qui est un britannique. Est-ce que tu vois aussi ces deux-là potentiellement avoir une shot en Formule 1 si jamais tout va bien? Parce que c'est sûr là, le focus est sur Hadjar avec la saison qu'il connaît avec High Tech. Mais Est-ce que tu crois que Edgar et Crawford peuvent être des outsiders inattendus un jour dans les prochaines années? J'aime beaucoup Crawford. C'est un jeune aussi qui est très allumé sur la piste. Il réussit vraiment à se démarquer des autres malgré... il est toujours conscient de son espace. Puis, dernièrement, on reproche un peu ça à Stroll, c'est de ne pas être conscient de son espace. Et puis, Crawford, c'est un peu ça. Il sait toujours il est capable de voir un peu dans l'avenir même, je te dirais. Là. Je le trouve efficace. Est-ce que je vois un potentiel en lui en Formule 1? Il y a encore des choses à prouver. Effectivement, ils sont en F3, ils sont jeunes. Là. Donc, c'est certain que... Mais j'espère le voir bientôt en Formule 2 parce que c'est un peu là aussi qu'on voit leur réel potentiel. C'est là qu'on voit... parce que la coche entre la F3 et la F2, elle est grande. Ouais. Et celle entre la F2 et la F1 est encore plus grande. Donc, c'est ces changements-là qui sont super intéressants à voir également. Moi, un F3 que j'aimais particulièrement à l'époque, c'était Nissany. C'est un pilote que j'aimais particulièrement et en F2, c'est des résultats plus que moyens, disons. Ah, Roy Nissany? Wow. Moi, je vais être en désaccord. Oh boy, Roy Nissany,
Je sais pas pourquoi il est encore en F2 parce que disons que c'est pas le Exact. c'est pas fameux là. Déjà bon, ça c'est mon OneDrive. Quelqu'un qui me dit Abdou, supprime tes fichiers, non. Ben disons que Nissany en Formule 2, oui, il peut être correct à ces occasions, mais j'ai encore du mal à le voir en Formule 2. Un peu comme Sean Gelael était il y a quelques années. Oui, il a le fameux sobriquet de pilote payant parce que son père est propriétaire de toutes les chaînes de PFK en Indonésie. Oui, c'est un pilote qui peut être bon à ses heures, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup livré la marchandise. Mais en endurance, ça va très bien. Ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Mais sinon, on parle de l'Académie Red Bull, mais il y en a un qui est agent libre actuellement. Le meneur au championnat, Felipe Drugovich, qui lui mène le championnat par quand même. Il a 173 points. Je pense qu'il a 40 points d'avance sur son plus proche poursuivant. Mais Drugovich, qui est d'ailleurs en sa 3e saison en Formule 2, n'est pas parrainé par une équipe de Formule 1. Donc, est-ce que tu crois que quelqu'un va pouvoir recruter le pilote brésilien qui, d'après moi, a beaucoup plus de chances d'avoir un... Si tu me dis qui entre Pietro Fittipaldi et Felipe Drugovich mérite un vol en Formule 1, c'est 100% clair que je te dis Felipe Drugovich. Donc, est-ce que tu crois que Drugovich a une shot en Formule 1? C'est sûr que c'est ça. Est-ce qu'il a une shot en Formule 1? Moi, je pense que oui. Maintenant, ça va être de trouver de l'espace. C'est ça le problème en ce moment. C'est ça qui est si triste. Oh. Ouais, parce que honnêtement, je pense... ça m'a l'air d'être compliqué parce que Kevin Magnussen a un contrat de plusieurs années. Mick Schumacher appartient à Ferrari. Chez Aston Martin, on sait que Lance Stroll n'ira pas, ne reviendra pas, il reviendra, devrais-je dire. Ensuite, on a... nous avons chez Alpine, il y a Oscar Piastri dont on reparlera. Donc, pour Felipe Drugovich, c'est assez compliqué de voir où il pourrait aboutir parce que vraiment, je vois mal une équipe actuelle aller le chercher. McLaren, bon, tout dépendamment de ce qu'il y a pour Daniel Ricciardo, mais c'est sûr qu'il y a d'autres pilotes avant lui qui auraient ces services. Par exemple, Alex Albon, Sébastien Vettel. Peu importe. Mais quand même, Drugovich est un bon pilote. Je crois que effectivement, là où j'abonderais avec l'idée d'avoir une 11e écurie, ce serait de placer un pilote comme Drugovich, qui est agent libre et que tu peux signer à bas prix. Et ne pas avoir de contraintes aussi parce que il n'appartient pas à une écurie, donc il n'est pas double-checké pour ses performances comme par exemple un Tsunoda avec la famille Red Bull, Mick Schumacher avec la famille Ferrari. Donc c'est là où je me dis Drugovich pourrait être un bon pilote de Formule 1. Je dis pas qu'il va tout casser, mais pour être un pilote assez bon quand même. Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Il m'a sauté dans les yeux effectivement par ses performances, mais aussi par sa conduite qui est quasi parfaite. Il fait très peu d'erreurs. A profité en début d'année énormément des faiblesses de Liam Lawson justement. Et puis quand tu regardes son potentiel, je le vois notable. Je le vois comme
un potentiel intéressant pour la Formule 1, mais effectivement, l'espace manque. Au juste titre, par exemple, qu'un Piastri. Tu sais, si Piastri aujourd'hui n'est pas en Formule 1, c'est vraiment triste parce qu'il aurait dû l'être. Tu sais. Et puis, de là, l'idée de la 11e écurie vient renforcer le tout. On en a absolument besoin. Et je dis pas de mettre 2 recrues à l'intérieur. Là, juste, il y a aussi des jeunes vétérans qui peuvent pas être en Formule 1, on pense. Donc, ça serait tellement le fun d'avoir une 11e écurie pour ça, pour arrêter un peu l'injustice d'être pris au dépourvu puis pas avoir de place. Pour Drugovich, c'est un petit peu plus compliqué. Il est même pas affilié à aucune équipe. Donc, c'est certain que pour lui, ça se complique. Il va devoir se prouver avant d'entrer en Formule 1. Comment? Formule électrique, peut-être? Ou endurance, ou je sais pas. Il va devoir, je crois, s'il vise la Formule 1, aller dans une autre catégorie pour se prouver. Mais ce serait vraiment pas un chemin simple pour lui. Mais je le trouve tellement intéressant comme pilote. Je trouve ça triste qu'il n'y ait pas de place. Quand on regarde l'espace, ben, probablement que Piastri va aller chez Williams. Donc, ça se complète. Je vois vraiment pas où il va aller. C'est vraiment triste. Ouais, donc c'est vrai, ça va être quelque chose hyper compliqué d'avoir un Drugovich. Et je pense que, comme tu dis, je pense pas qu'il va rester une saison de plus en Formule 2. Ça c'est clair et net. Parce qu'il a déjà 3 saisons complètes dans le corps. Ça me surprendrait qu'il resterait une 4e saison. Puis, moi, vas-y. Puis je crois honnêtement que moi, si j'étais une équipe, que ce soit d'endurance, de formule électrique, voire même IndyCar, peut-être que je sauterais sur l'occasion parce que, à moins que, par exemple, je dis ça hypothétiquement, Fernando Alonso devait décider, bon, je savais quoi, au final, j'en ai assez, là. Alpine met Piastri là où normalement il devrait être. Et il y a une place chez Williams qui se libère. Ouais. Parce que je ne pense pas que Nicolas Latifi revienne l'année prochaine. Non, moi non plus. Donc, peut-être la seule chance, je dirais, de Williams. En fait, il y a même 2 places qui se libèrent. Latifi et Alonso. Alonso serait remplacé par Piastri. Ouais, ok, mais attends. Parce que Albon, j'avais oublié Albon. Ouais. Enfin, si Albon ne va pas remplacer Ricardo chez McLaren, selon les dernières rumeurs qu'il y a eu. Mais... Okay, dans ma tête, il y avait 2 places chez Williams, mais Albon est là. Laisse faire. Ouais. Il était tout perdu. à moins que Williams décide de répéter ce qu'ils ont fait en 2018, ce qui est une mauvaise idée déjà à la base. Ouais. Non, je pense qu'ils vont garder Albon aussi longtemps qu'ils peuvent. Ouais. Avec sa petite affiliation secrète avec Red Bull. Ouais. Une affiliation qui est vraiment secrète, dont on n'a pas les détails. Mais parlant de Williams, tu sais, on parle beaucoup de Colton Herta comme étant le prochain pilote américain en Formule 1. Uh-huh. Mais moi, je pense que beaucoup de gens dorment beaucoup sur Logan Sargent. Les gens oublient que Logan Sargent, bon, oui, Herta a fait ses preuves en Europe aussi à quelques occasions. Mais Logan Sargent a fait sa carrière en Europe, n'est pas retourné aux États-Unis. C'est un pilote qui appartient à Williams. Moi, je le trouve super intéressant. Ouais. Vraiment, là. Puis, c'est pas lui que tu remarques le plus dans un Grand Prix. Il est toujours là. Le petit maudit, il est toujours là. Ben oui. Puis en plus, écoute, il a fini 3e dans la Formule 4 britannique en 2017.
troisième au Grand Prix de Macao en 2019, troisième au championnat de Formule 3 en 2020, qui a été d'ailleurs remporté par Oscar Piastri d'ailleurs. Et là, il est présentement troisième et il est en forme actuellement. Mm-hmm. Avec Carlin, excellente écurie également. Oui, une excellente écurie. Ben d'ailleurs, c'est là où il a remporté. C'est là d'ailleurs où il a remporté en fait. Il a fini troisième dans la Formule 4 britannique. Puis Carlin, c'est une équipe qui a la réputation de former d'excellents pilotes. Case in point, Lando Norris. Alors, pour moi, je pense que les gens dorment beaucoup sur Sargent. Peut-être, bon, pas parce que... Moi, je pense que oui, Oita est très bon. Je crois qu'il a effectivement le potentiel pour aller en Formule 1. Mais je sais que historiquement aussi, ceux qui ont fait le saut de l'IndyCar vers la Formule 1, ça n'a pas été un franc succès. Oui, il y en a eu 2 et un quart en Juan Pablo Montoya, Jacques Villeneuve, puis un quart de Sébastien Bourdais qui sont passés par là, qui ont fait la transition vers les États-Unis, vers la Formule 1. Mais Logan Sargent, lui, il a l'avantage d'avoir fait sa carrière complètement à l'extérieur en monoplace à l'extérieur des États-Unis. Donc, ce qu'il a d'un peu aussi avec des monoplaces et une compétition un peu plus relevée, sans manquer de respect, évidemment, à la série IndyCar. Donc, et en plus, la forme récente qu'il a eue, bon, en France, la course principale, ça, c'est absolument dommage. Bon, ça a été aussi... il y a eu aussi son mauvais départ, mais Sargent est un pilote qui est en bonne forme récemment. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, c'est justement un pilote qui passe toujours un peu inaperçu, mais comme tu le disais, tu l'oublies. Puis, au meilleur moment, il est là. Il est dans la game, comme on dit. Puis, ses résultats parlent de lui-même. Tu sais. Il a souvent été premier. Il a souvent été dans le top 3 partout où il passe. Puis, il réussit à monter les échelons. Tu sais, je pense vraiment que c'est pour ça que tantôt, on parlait de profondeur chez les jeunes, et c'est exactement pour ça. Tu sais, Sargent, il est là. Est-ce qu'il va avoir une place un jour? Je ne sais pas, mais il est là. Liam Lawson est là. Théo Pourchaire est là. Daravula est là. Même si c'est pas un pilote que j'affectionne énormément, il est là quand même, tu sais, donc c'est fou. Puis un que j'aime beaucoup, et je ne pense pas qu'il va avoir nécessairement une carrière, c'est le coéquipier de Théo Pourchaire, Frédéric Vesti, que j'aime beaucoup, vraiment. C'en est un autre là, qui a réussi à l'occasion à sortir un chapeau un lapin de son chapeau. Tu y attends pas et il te fait un magnifique dépassement. Les jeunes sont bons cette année. Puis c'est vraiment le fun de les voir. Là. Oui, et justement, Frédéric Vesti, qui est un pilote de l'Académie Mercedes, qui est un pilote d'équipe junior de Mercedes, qui compte d'ailleurs Paul Aron, l'autre estonien. Et puis, un message à Paul, fais pas comme Yuri, s'il te plaît. Non. Il y a Andrea Kimi Antonelli en Formule 4 italienne. Sinon, il y a Daniel Ginchard en Formule 4 britannique. Et en karting, il y a Alex Powell ou Yann Poukoui, si je me trompe pas, puis Luna Fluxa, qui sont membres de l'équipe junior de Mercedes. Mais oui, Frédéric Vesti, vraiment, vraiment bon pilote, une découverte aussi. Il a gagné le championnat de Formule régionale, je pense, dans lequel il se battait contre un certain Arthur Leclerc, si je me trompe pas. Non, c'était avec Enzo Fittipaldi et David Schumacher. Mais Vesti, je sais pas, est-ce que je le trouve bon? C'est sa première saison en Formule 2, parce qu'il a passé quand même 2 saisons en Formule 3. Mais
je crois que lui aussi, on pourrait dire que c'est une belle surprise. C'est une très belle surprise. Puis ça revient à ce qu'on disait un peu tantôt. Tu sais, la jeunesse est tellement bonne qu'en ce moment, il y a pas de place. Mais même en Formule 1, tu sais, les prochains à partir, Alonso, Vettel, Bottas est là encore pour 3 ans. Oui, pas jeune. Vettel, s'il réussit à se trouver un volant, moi, je pense qu'il peut rester encore un peu. Même si l'an dernier, j'étais convaincu qu'il allait prendre sa retraite. Là, on dirait qu'il n'a jamais été aussi heureux malgré les performances médiocres de sa magnifique écurie. Donc, c'est ça en ce moment aussi qui est dur pour le moral parce que les jeunes, ils veulent pousser, mais il n'y a pas de place. Et Vesti, vraiment, c'est vraiment une très belle découverte. Puis à chaque fin de semaine, je suis content de le voir courir. Il est toujours proche de Théo Pourchaire, malgré, vous allez dire qu'il y a une méchante différence entre les deux, mais ils sont toujours proches. Finalement, Pourchaire, comme d'habitude, réussit à faire des miracles sur la piste et à se trouver un chemin pour aller chercher un podium, comme on le connaît. Ouais. Mais ils sont toujours proches. C'est vraiment une très belle découverte cette année, malgré qu'il soit chez Mercedes. Évidemment, j'attendais le dégo. Ben oui, écoute, Vesti est vraiment, vraiment un pilote à surveiller. Puis j'ai hâte de le voir l'année prochaine, maintenant qu'il aura une deuxième saison. Parce que je crois qu'il a le potentiel de se retrouver avec une équipe au moteur Mercedes dans les prochaines années. On se touche du bois, évidemment. Puis aussi, Marc-André, il faut qu'on parle de quelque chose d'assez sérieux. En fait, c'est le cas de Jamie Chadwick. Parce que, écoute, bon, elle est sur une magnifique séquence de 7 victoires consécutives en série W, dont 5 cette année. Elle a remporté les 5 courses cette année et vise évidemment une 6e cette fin de semaine à Budapest. Mais là, c'est sa 3e saison dans la série 100% féminine. Et elle bloque. ça bloque. Il y a eu apparemment, selon Bruno Michel, le big boss de la Formule 2 et de la Formule 3, des discussions pour essayer de la placer dans une équipe de Formule 3, mais le problème, c'est l'argent. Là, la question, c'est que on connaît le talent de Jamie, même à l'extérieur de la Formule, de la série W, elle est relativement bonne dans les autres séries aussi. Quelles sont les options? Et pourtant, elle est comme Logan Sargent, membre de l'équipe Williams, de développement de Williams. Elle est pas, elle a Caitlyn Jenner qui est, je dirais, entre guillemets, propriétaire de l'équipe dans laquelle elle roule en série W, qui pourrait l'aider, et qui a passé automobile aussi. Il y a Richard Mille aussi, si je ne me trompe pas, qui est un de ses commanditaires et qui est un commanditaire assez réputé en course automobile. Donc, moi, je ne comprends pas que au-delà des 1 million qu'elle a remporté pour ses championnats en série W, comment ça se fait que autant Williams que Richard Mille n'a pas mis la main à la poche pour aider Jamie dans le cheminement, parce que ça me dérange un peu, parce que on connaît son talent, mais en même temps, elle a 24 ans, elle peut pas stagner non plus dans les petites séries. Il faut qu'elle progresse aussi. Puis récemment, elle a aussi parlé d'une possibilité de rouler en Indy Lights dès l'année prochaine, ce qui serait pas une mauvaise chose et qui, personnellement, est mieux encadré que l'échelle vers la Road to Formula One. Je vais être très honnête. Je pense que le cheminement
Indy est mieux que la Formule 1? Est-ce que tu crois que Ben, ce serait quelque chose qu'elle devrait envisager sérieusement? moi, je crois que oui. Tu sais, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que le chemin vers la Formule 1, encore en 2021, est un peu fermé, même énormément fermé. Et c'est pour ça que le fameux slogan We Race as One prend tout son sens. Hein? Mais c'est vraiment dommage parce que moi, je pense qu'elle certainement en Formule 2, elle pourrait avoir sa place, selon moi. Elle a vraiment un œil incroyable. Elle est vraiment forte. Je crois vraiment que l'Indy peut être un meilleur chemin pour elle. Ça me semble plus ouvert, ça me semble moins dispendieux aussi. Tu sais, c'est triste à dire, mais c'est encore un peu l'argent. Les commanditaires qui sont avec elle, mais ne sont pas vraiment avec elle, tu sais, ça doit être un peu frustrant également. Là. Tu sais, je veux pas me mettre dans sa peau, là, mais il doit y avoir un petit niveau de frustration chez elle. Là. Ouais, exactement. Puis je pense aussi que c'est quelque chose qui pourrait l'aider aussi l'IndyCar parce qu'on sait que et en ce moment c'est tellement relevé avec une bonne jeunesse. Donc et en plus de ça, et là j'ai dû aller sur Wikipédia pour me remémorer ça là, mais le champion de la série obtient 1 million en, disons, entre guillemets, scolarité et 3 courses garanties, incluant les 500 000 d'Indianapolis. En Formule 1, le Road to Formula 1, c'est tout bad. Si tu as l'argent ou si tu es parrainé par une équipe et que tu es quelqu'un de talentueux, fine. Mais sinon, c'est show me the money. Alors qu'en Indy Lights, là, si tu gagnes le championnat, tu as déjà 1 million en poche et tu as déjà 3 courses d'assurés. Donc, au moins, tu as une chance de te faire valoir. C'est un peu plus une incitation, une raison supplémentaire de montrer ton talent, de pousser un peu plus. Donc, moi, je pense que l'idée d'avoir Jamie en IndyCar plutôt que en Amérique plutôt que la Formule 1 semble plus plausible pour moi. Puis c'est pas la première à courir sans budget. Et je lisais aussi que tu avais Abby Pulling qui est extraordinaire cette saison en série W et qui appartient à Alpine et parrainé par Alice Powell d'ailleurs. Et Jessica Hawkins aussi qui roulait sans budget, et corrigez-moi si je me trompe, mais c'est absolument dommage de voir des pilotes qui sont talentueux, mais qui sont pas assez bien parrainés par exact. Soit des ouais, vas-y. Un modèle de commandite, on en a un excellent exemple. Là. Tu sais, Sergio Perez est le modèle de commandite par excellence présentement. On voit que ça fonctionne. C'est juste dommage que les commandites ne suivent pas Jimmy alors qu'elle a un talent extraordinaire. J'ai l'impression que quand tu es talentueux, tu réussis à faire ta place par un chemin différent. Peut-être qu'elle va réussir, mais j'ai l'impression que la Formule 1, c'est encore tellement fermé. Plus ouvert la IndyCar et la Indy Light. J'ai hâte de voir ça va être quoi sa décision parce que rester en W Series, c'est selon moi, je pense que sa décision est prise de quitter, selon moi. D'après ce que je lis dernièrement, ça a l'air d'être elle a l'air d'être assez convaincue que cette série-là n'est pas faite pour elle, puis c'est normal, elle domine tellement. À un moment donné, il faut que tu progresses, il faut que tu t'améliores, il faut que tu pousses vers l'avant. Là. C'est ça. Et puis juste à titre, pas à titre comparatif, mais par exemple, tu vois un modèle de commandite. Je sais pas si tu te souviens, j'assume, excuse-moi, mais dans les années 90, il y avait Players, la marque de cigarettes, qui parrainait
un programme de jeunes pilotes où on a vu des David NP. J'ai du mal à le prononcer. Bon, bref. Jacques Villeneuve, Claude Bourbonnais, Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani, le regretté Greg Moore. Tout cela ont eu énormément de succès. Puis, c'est Players qui a aidé, en fait, autant en Formule Atlantique que en série kart. Ils ont eu du succès. J'ai oublié Alex Tagliani aussi. Donc, tu vois, Players a pas d'écurie, c'est un commanditaire. Mais il a été capable, bon, on s'entend dans les années 90, la commandite de cigarettes, c'était encore monnaie courante en course automobile. Uh-huh. Donc, oui. il y avait de l'argent. Donc, il pouvait se permettre de, disons, financer, parrainer des pilotes pour pour qu'ils puissent aller en kart, par exemple, et d'avoir une meilleure carrière ensuite à l'extérieur par exemple, de Forsyth. Donc, est-ce que là, ce qu'on voit avec en Formule 1 avec les écuries, c'est bien, mais est-ce que un modèle comme ça peut exister, comme Players peut exister encore de nos jours? Je ne pense pas, parce que à moins que par exemple une commandite à moins qu'une compagnie de crypto-monnaie décide d'investir massivement en Formule 1, ce qui me surprend. Ce qui me surprendrait, il faut d'abord qu'ils aient du stock, first. Mais ça me surprendrait qu'un modèle comme Players, par exemple, existe de nos jours. Maintenant, on a les écuries, mais il y a tellement de demandes. Je pense chez Ferrari, il y en a beaucoup. Il y a Mick Schumacher, il y a Arthur Leclerc, il y a Beganovic, par exemple. Red Bull, on les a énumérés. Chez Mercedes aussi. Donc, il y a de la compétition à faire. Il y a de la compétition, mais encore faut-il être capable de voir qui va être celui qui va popper. Donc, qui va être au-dessus du lot. Et la pression est énorme. Par exemple, chez Red Bull, où on veut que tu aies les meilleures performances possibles. Donc, moi, je pense que un modèle comme celui-là, comme celui que Players avait instauré dans les années 90, ne peut plus exister de nos jours. Donc, je suis d'accord, ça, c'est plus difficile. En plus, ça coûte plus cher aujourd'hui également de prendre en charge un pilote. Puis, tu sais, c'est plus risqué aussi, je crois, pour une compagnie de se lancer là-dedans. Ce que Players faisait, c'était un peu c'est un peu une agence de pilotes. Il investissait sur des pilotes en espérant qu'ils deviennent bons et que ça leur rapporte de l'argent au final. Aujourd'hui, le modèle, je pense qu'il n'existe plus. Tu sais, une compagnie ne peut plus nécessairement faire d'argent tant que ça avec son pilote, à part Red Bull. À part Red Bull, mais tu sais, Red Bull a une écurie, ça change tout. Après ça, les commandites, par exemple, de Perez, ben ça, c'est vraiment juste par... Ils font de l'argent nécessairement avec ça. Ce serait intéressant de voir, tu sais, est-ce que ils reviennent dans leur argent ou c'est vraiment juste un don? Ce serait à voir. Mais j'ai l'impression que c'est difficile aujourd'hui parce que tout doit être profitable. Tu sais, avant aussi, il fallait que tu fasses un petit peu d'argent. Je pense que Players faisait de l'argent nécessairement, mais j'avais l'impression qu'il y avait un peu de bonté d'âme là-dedans. Là. OK, regarde, notre marque est là, elle existe. Elle est bien présente parce qu'on aide des pilotes, tu sais. Puis on vend des clopes aussi. Donc. on vend des clopes. Et pour terminer, je vais poser une question un peu plus controversée. Oui. Est-ce que tu crois qu'il faudrait rendre les catégories juniors plus cheap? Pour laisser la chance à plus de personnes? Ouais.
plus accès. Évidemment, je pense que il faut rendre les catégories juniors accessibles parce que ça coûte déjà super cher. Je sais qu'il y a pour les femmes, il y a la série W qui est une option parce que c'est gratuit. L'inscription est gratuite. Évidemment, tu dois passer des sélections des étapes de sélection. Je sais que Jacques Villeneuve et Patrick Lemarie qui ont Feed Academy aussi en France. Donc, mais est-ce que tu crois que faut rendre est-ce que tu crois que des modèles comme ça ça doit exister beaucoup plus dans le futur? Totalement. Je pense que ça va être difficile de rendre la compétition moins chère et moins accessible. Par contre, il faut créer des solutions. Et je pense que celle de Jacques Villeneuve en est une bonne, de supporter certains jeunes qui n'ont pas nécessairement l'argent pour, mais c'est ça qui est difficile, c'est que la Formule 1, ça coûte cher. C'est la Formule 2, ça coûte cher. Puis c'est normal quand tu y penses, c'est littéralement une voiture que tu construis, que tu conduis, Ouais. c'est un peu la même chose à une toute autre échelle, là, mais par exemple, ici au hockey, pour devenir un professionnel, il faut débourser énormément d'argent à plus petite échelle, on s'entend. Mais ça revient au même, Donc oui, il faut se créer des manières et des camps, des camps de découverte où, certaines personnes seraient prêtes à investir sur tel jeune qui le découvre. Puis je pense que c'est par là que l'accessibilité va arriver. Ouais. Parce que, Préma du jour au lendemain rendra pas sa place moins dispendieuse, Ouais. Et c'est ça, et c'est ça aussi le truc. Des équipes comme Préma, Carlin, Dams, ils vont pas faire ce genre de truc parce que ce sont des équipes qui sont là depuis super longtemps, qui ont participé à des compétitions automobiles depuis des lustres. Donc, avoir un programme comme celui-là, parce qu'ils veulent sélectionner les meilleurs, si on peut dire, là, les meilleurs joueurs possibles, je pense pas que... À moins d'avoir bon cœur et de pouvoir, par exemple, entraider, par exemple, la série W ou bien Feed. Je vois pas Préma créer un programme de ce genre dans un futur proche. Ce qui est triste, c'est que peut-être là, que on a manqué un Max Verstappen parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. C'est sûr qu'on en a. Des talents purs, on en a sûrement perdu énormément dans la brume parce que, ils se sont pas fait voir au bon moment. C'est aussi ça, si t'es malchanceux, tu te fais pas voir par les commanditaires au bon moment, c'est sûr que c'est très difficile dans ce temps-là. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Il faut revoir le modèle, à mon avis, pour éviter qu'on en perde. Mm-hmm. Mais en même temps, ça reste malheureusement la compétition automobile. Ça coûte cher. Ouais. C'est ça. Ça doit rester accessible, mais en même temps, c'est difficile. Exactement. Donc, c'est toujours une question qui est difficile à répondre. Oui, il y a des solutions qui existent, mais est-ce que ça va être bon à court et à long terme? Est-ce que ça va être bon à long terme? C'est à suivre. Évidemment, on veut des trucs comme ça pour permettre à plus de talents de passer, mais en général, la course automobile, c'est surtout de la méritocratie de base. Donc, c'est ça, mais on espère voir beaucoup de jeunes espoirs et puis dans le futur, on va peut-être parler d'un futur champion du monde. Qui sait? Donc, voilà, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Donc, on se retrouve
en fin de semaine pour l'émission d'après-course de la balade dans le cadre du Grand Prix de Hongrie, qui sera globalement notre avant-dernier épisode, puisque la semaine prochaine, on va vous préparer un dernier épisode avant les grandes vacances estivales de la Formule 1. Non. Ouais, déjà. Mais en même temps, ça va faire du bien un mois sans Formule 1 parce que c'est assez drainant, mais... on va se relancer dans F1 TV et les anciennes courses. Exactement. Et puis, on a bulletingp.com. Il y a un DT Pensé qui est en ligne. Donc, on revient sur toute l'embrouille entre Alex Palou, Ganassi et McLaren. Quel shit show qui est en train de se créer. On a aussi les anciens épisodes de podcast. Vous pouvez aussi lire nos avant-courses. D'ailleurs, il y en a un qui va être produit pour le Grand Prix de Hongrie, justement. Donc, c'est bulletingp.com. Et aussi, on vous invite à vous joindre au groupe Facebook La Monoplace, dans lequel, d'ailleurs, Marc-André et moi sommes présents actuellement. Donc, il y a toujours de bonnes discussions, toujours de bons sujets à mener. Venez nous joindre au groupe Facebook La Monoplace. Et évidemment, on est disponible, le Bulletin GP est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram, @le Bulletin GP, un seul mot. Et cet épisode de podcast est disponible sur toutes vos balados de podcasts disponibles. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Exactement. Et puis, on se retrouve dimanche pour l'enregistrement de l'après-course du Grand Prix de Hongrie avec de la pluie, probablement. De la pluie, est-ce qu'on va avoir une Bottas bombe? J'espère que non. Mais j'espère qu'on va avoir une victoire surprise. Mais écoute, Hongrie plus pluie, ça ne peut être que intéressant et excellent. Oh. Donc, on sera tous au rendez-vous. Je suis en congé. Je peux regarder ça assis dans mon salon. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire ça, donc je vais en profiter amplement. Et puis, j'ai tellement hâte. Puis j'espère que ça va être une bonne course d'ici avant les grandes vacances. Une dernière. Donc, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Et on se retrouve en fin de semaine pour l'émission d'après-course du Grand Prix de Hongrie. Et jeudi prochain pour l'épisode numéro 117. Salut tout le monde! Salut à tous!